Une estimation de la pêche illégale étrangère en Guyane française. C'est le nom de ce rapport rendu public en début de semaine et qui documente enfin, chiffres à l'appui, l'ampleur de la situation au large de la Guyane. Les dernières données sur le sujet dataient de 2012 et depuis, nous apprenons, je cite, que l'effort de pêche des navires côtiers INN aurait doublé au cours de la dernière décennie. Un bilan qui vient confirmer ce que les pêcheurs et le WWF répètent depuis de longues années ici en Guyane. Alors dans quelle mesure ce rapport pourra-t-il changer la donne à la fois dans la lutte contre la pêche illicite mais aussi dans le soutien que les pouvoirs publics doivent apporter à la filière légale? Pour en parler, Éric Banel est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Banel, vous êtes le directeur des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Vous êtes en Guyane depuis dimanche. Vous repartez aujourd'hui et vous étiez là pour échanger sur les nombreux enjeux maritimes guyanais. Alors ce rapport de l'Ifremer, du comité régional des pêches et du WWF a été financé par l'État. Il condense beaucoup de données dont celles récoltées par les forces armées de Guyane lorsqu'elles survolent l'espace maritime. Le rapport ne donne, et c'est important de le préciser, que des estimations, puisqu'évidemment c'est difficile d'avoir une photographie exacte d'une activité illégale, mais comprennent l'hypothèse faible ou l'hypothèse forte. C'est ce qu'écrit le rapport. Le constat, il est quand même sans appel. Je l'ai dit, les dernières données qu'on avait sur le sujet, elles avaient plus de 10 ans. Est-ce que ça veut dire, Éric Banel, que depuis, dans la lutte contre la pêche illicite, l'État naviguait un petit peu à vue? Alors pas tout à fait. En réalité, j'étais venu il y a 1 an et demi, vous vous en souviendrez, pour précisément organiser le lancement de cette étude, la financer, puisque l'État l'a financée à hauteur de 150 000 euros. Et pour nous, il était surtout essentiel d'avoir un constat qui était partagé avec l'ensemble des acteurs. Des chiffres, on en avait. L'État a ses propres données. Donc ça, c'était un constat qu'on avait déjà fait. Et effectivement, nous savions déjà que nous étions face, donc, et je le répète depuis dimanche, face à un fléau qui, du fait de la pression qui vient à la fois du Brésil, du Suriname, du Guyana et aussi du Venezuela, met en difficulté à la fois notre espace maritime, mais aussi toute l'économie guyanaise. Et pour faire ce constat objectiver, si en dehors des données que nous avions déjà, ce qui était important, c'est non seulement de faire appel aux scientifiques, ça c'est l'Ifremer, d'emmener avec nous une ONG, et ça c'est encore beaucoup plus rare, et surtout les professionnels. Puisque dans la lutte contre la pêche illicite, et c'était tout l'objet de ma venue cette semaine, vous avez le volet répressif. Et donc j'étais hier à Saint-Laurent-du-Maroni, donc j'ai eu avec les équipes l'occasion de discuter à la fois des modalités opérationnelles et surtout d'aller en mer pour voir, constater par moi-même ce que fait aujourd'hui un pêcheur illicite, comment il agit, comment surtout il interagit avec les services de contrôle. Et croyez-moi, c'est très violent. Mais au-delà de ça, il était surtout important pour nous de donner un avenir, une perspective à la filière dans son ensemble, car il y a un principe qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous ne pouvez pas reconquérir votre espace maritime si derrière vous ne l'occupez pas. Donc vous avez besoin d'être présent en mer, et pour ça d'y mettre des pêcheurs licites qui sont au fond finalement un peu des sentinelles de la mer. C'est-à-dire un pêcheur licite, un pêcheur légal, un pêcheur professionnel guyanais, avec des marins guyanais, et ça j'y reviendrai, c'est un pêcheur qui est capable d'abord de gêner les pêcheurs illicites s'il en rencontre, et surtout d'appeler les forces de contrôle pour justement intervenir lorsque c'est le plus opportun. Et cette capacité à occuper l'espace, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de la Guyane, et derrière c'est aussi la possibilité de faire monter une vraie filière économique. On reviendra évidemment sur ce que vous appelez être une stratégie globale finalement, où il y a ces deux facettes à la fois. Absolument. Le volet répressif mais aussi le développement de la filière pêche ici en Guyane. Est-ce que malgré tout, Éric Banel, quand vous regardez ces chiffres, vous ne vous dites pas, oui c'est vrai, on n'a peut-être pas collectivement regardé assez le problème en face et attendu trop de temps finalement avant de changer de braquet? Alors pas vraiment, et ça je pense qu'il faut vraiment rencontrer les services de contrôle pour s'en apercevoir, et surtout discuter avec eux pour voir à quel point aujourd'hui l'ensemble des services de l'État en mer, et que ce soit les affaires maritimes, l'administration maritime, que ce soit la marine nationale, la gendarmerie, les douanes, à la fois les moyens maritimes et aériens, ça représente à peu près 250 jours de mer et plus d'une centaine de vols aériens, et bien l'ensemble de ces contrôles mobilise tous les services de l'État, et dans une course au fond qui est actuellement extrêmement dure. Je l'ai dit, elle est violente, elle est souvent c'est un peu un combat de type tonneau de lait, c'est-à-dire que vous êtes en permanence sur la zone, vous êtes en permanence en train de les chasser, et ils reviennent dès que vous avez deux tournées. Et donc ce combat, il est là, il est mené.
Mais encore une fois, donc si on veut donc avoir une chance d'en sortir, il faut une stratégie globale. Et alors, si on est sur le volet répressif, je vais quand même donc aussi vous dire que hier, au-delà de Saint-Laurent-du-Maroni, je suis allé à Mana donc j'ai fait toute la côte de façon donc à identifier ce qui était aussi une annonce du président de la République, une zone de destruction sur l'ouest, parce que sur l'est, donc on a déjà notre zone de destruction des tapouilles, des bateaux illicites à Cayenne. Là, nous souhaitons désormais en avoir une sur l'ouest pour faciliter à la fois les délais de déroutement et surtout les capacités de destruction. Donc ça, c'est aussi un enjeu. La zone de destruction, donc elle va être identifiée. Donc maintenant, ce sera plus facile pour les services de contrôle d'intervenir et d'aller détruire le bateau. Éric Banel, malgré tout, et c'est vrai, hausse des moyens qui sont investis par l'État, vous venez de le dire, mais en même temps, hausse de la pression de la pêche illégale. Comment est-ce que vous expliquez ça, cette inadéquation, comme l'écrit le rapport? Après, la pêche illégale, d'abord, donc c'est un fléau qui est beaucoup plus mondial. C'est un des enjeux d'ailleurs de la conférence des Nations Unies que nous allons accueillir à Nice en juin 2025. Et ça, c'était un souhait du président de la République. Donc, on a aujourd'hui une pression qui est aussi liée à la situation des États voisins. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, en l'occurrence, donc au milieu de nulle part. Vous êtes dans un environnement que vous connaissez bien, et avec un Brésil, donc un Suriname, qui n'assument pas leur fonction d'État. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des enjeux aussi de mon déplacement, c'était de faire de la coopération régionale, à la fois. Et là, on est un peu sur la ligne de crête. Donc, c'est-à-dire qu'on veut à la fois coopérer avec eux sur le plan opérationnel, c'est qu'ils interviennent eux-mêmes dans leurs propres eaux et sur leurs propres pêcheurs, parce que eux-mêmes d'ailleurs sont aussi menacés par la pêche illicite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, donc au Suriname, j'y étais hier, donc vous avez des pêcheurs surinamais qui sont donc partie prenante à la pêche illicite, mais les mêmes donc aussi donc dans les eaux du Suriname donc sont menacés par la pêche illicite qui vient du Venezuela ou du Guyana. Et donc vous avez donc aujourd'hui une nécessité de travailler tous ensemble. Et ça veut dire aussi que tant que ces États n'auront pas eux-mêmes pris leur responsabilité et seront en capacité d'intervenir, vous continuerez donc à déployer ici dans les eaux guyanaises donc votre effort de contrôle, mais donc à côté donc vous avez en permanence cette pression qui en effet augmente parce que économiquement donc la pêche, et ça il faut s'en souvenir, est une activité qui est rentable. Et d'ailleurs dans ce rapport, donc ça c'est une chose que nous n'avions pas parce que nous avions des données de contrôle et des données d'identification, mais pas forcément des données économiques. Dans ce rapport, il est bien dit que le rendement de la pêche illégale a beaucoup augmenté et aujourd'hui serait jusqu'à 4 fois, parce que ce sont des fourchettes, jusqu'à 4 fois supérieur à celui de la pêche légale. Quand, c'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes, Éric Banel, quand Emmanuel Macron est venu en Guyane, il avait fait des annonces sur la filière pêche et la lutte contre la pêche illégale. Je le cite, on va mettre en place une structure pour détruire les navires qui sont saisis sur la partie ouest d'ici un mois. On était en mars 2024, des dispositions, c'est ce qu'il avait dit très clair, seront prises pour qu'on puisse garantir que nous détruisions bien tous les bateaux. Ça fait 6 mois, Éric Banel, où est-ce qu'on en est de cette zone de destruction des tapouilles dans l'ouest? Bien justement, j'y étais hier. Ouais. Alors évidemment, elle sera où déjà? Pour l'instant, alors il y a beaucoup de maires, donc et je les ai tous rencontrés qui sont volontaires, et ça c'est une très bonne nouvelle pour accueillir cette aire. Donc je suis allé à Rakobo, je suis allé à Voilà, donc tous sont volontaires donc pour l'accueillir. Aujourd'hui, nous on est sur Mana. Donc je vous le dis aujourd'hui, donc c'est là où on a identifié le terrain. Pour une raison stratégique bien précise? Oui, parce que donc c'est à la fois donc à bonne distance, c'est pratique pour les services de contrôle, donc c'est vraiment ce qu'on a privilégié. Peut-être que demain d'ailleurs on en aura une deuxième si nécessaire dans une autre commune. Voilà, ça demande d'identifier le terrain, ça a été fait, ça demande évidemment donc de l'acquérir, donc ça a été fait. Tout ça ne peut pas se faire tout de suite, mais par contre donc là les choses sont prêtes. Et parallèlement, on a aussi renforcé, c'était aussi un des objets de ma visite, les services de contrôle sur place, puisque donc j'ai une unité littorale des affaires maritimes qui donc sera déployée sur la zone. J'ai un nouveau moyen qui va arriver en mars 2025, et j'ai des recrues, de jeunes recrues d'ailleurs, de jeunes Guyanais, très motivés, très engagés, avec qui je suis allé en mer et qui ont vraiment envie d'en découdre. Vous l'avez dit, stratégie globale, lutte contre la pêche illégale et structuration de la filière pêche. J'ai réécouté l'interview qu'on avait faite avec Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, lorsqu'il était venu en Guyane il y a un peu plus d'un an maintenant. Il disait la même chose, augmenter la pression sur la pêche clandestine en envoyant davantage de pêcheurs légaux en mer pour occuper l'espace. J'ai l'impression que cette expression structuration de la filière pêche, elle revient année après année et les choses n'avancent pas. Éric Banel, qu'est-ce qui bloque à vos yeux? Non, mais là vous avez tort.
Et moi, ça fait la 3e fois que je viens en Guyane ici, et je vois le chemin parcouru. Alors certes, donc vous me direz, c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est la façon dont vous voulez le voir. Mais moi, je vois plutôt le chemin qui a été parcouru, autant que ce qui reste à faire. Aujourd'hui, la structuration de la profession, donc, elle est assez largement acquise. Il y a un travail remarquable qui a été, pour le coup, engagé par le président du comité régional des pêches, Léonard Ragnotte, que vous connaissez certainement, et qui travaille vraiment donc, de façon très étroite avec nous. Vous avez donc les guichets de modernisation de la flotte qui ont été ouverts désormais, donc c'est à la collectivité donc de les mettre en place, mais l'argent est disponible. L'Europe a donné, puisque vous savez que c'est une compétence européenne, l'Europe a donné donc son feu vert et l'État donc a accepté de prendre la moitié donc des dépenses donc qui sont liées à cette modernisation de la flotte. Donc on a pour la première fois donc l'autorisation de l'Europe pour aller jusqu'au bout de cette démarche de transition, de modernisation, parce que on a besoin de navires qui soient de vrais navires attractifs, sûrs, qui fassent envie, donc qui donnent donc envie aux jeunes de venir au métier. Donc ça, c'est le volet navire. Et puis en parallèle, et ça c'était, je pense, une des séquences les plus attachantes et les plus émouvantes de mon déplacement de cette semaine, c'est l'ouverture du centre de formation des jeunes à Matiti, au lycée agricole. Nous étions avec le président de la collectivité mercredi matin. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, on a 10 jeunes Guyanais motivés qui sont en train de se former justement donc aux questions maritimes, qui demain auront un CAP, qui j'espère demain encore ou après-demain auront un bac professionnel et qui eux seront l'ossature de la pêche légale. Parce que cette stratégie, ça suppose des navires, mais ça suppose aussi des marins guyanais. Moi, je ne veux pas développer une pêche guyanaise si à bord des bateaux il n'y a pas de marins guyanais, s'il n'y a pas de l'emploi guyanais. Et donc aujourd'hui, non, en 1 an et demi, moi je vois le chemin parcouru. Et ça, c'est lié donc à l'engagement de tous les acteurs. On a fait venir l'ensemble des partenaires européens, vous le savez peut-être, mardi. Donc on avait tous les pays qui sont intéressés par les Outre-mer, plus la Commission européenne, plus l'Agence européenne de contrôle des pêches, mardi ici à Cayenne. Et tous ont pu constater la dynamique de la filière et la trajectoire. Évidemment, et je reviens à cette stratégie globale dont vous parliez, Eric Banel, ça paraît logique. Lorsqu'il y a plus de bateaux légaux, ça dissuade les illégaux. C'est ce que pointe d'ailleurs le rapport. Les navires étrangers seraient plus nombreux le week-end, vraisemblablement en raison de la moindre présence des pêcheurs légaux qui ont tendance à débarquer leur capture avant le week-end. Et pour autant, je continue encore de citer le rapport, la présence des navires étrangers serait plus élevée lorsque les risques de contrôle sont réduits, notamment lorsque le patrouilleur est absent de la zone pêche. Est-ce que, Eric Banel, le premier facteur qui réduira avant tous les autres le nombre de pêcheurs illégaux, c'est pas davantage de contrôle et de moyens de lutte? Non, c'est les deux. C'est les deux. Alors, ce que dit le rapport est presque une évidence, mais c'est pour le coup intéressant de l'objectiver. C'est un peu comme quand vous conduisez sur la route. Quand vous voyez les gendarmes, eh bien, vous conduisez à bonne vitesse. Et oui, quand vous avez une présence sur l'eau, donc il y a un effet dissuasif, et c'est d'ailleurs très positif. Moi, ce que j'ai observé, puisque on a fait des opérations à la fois sur l'est et sur l'ouest, c'est que c'est plus vrai à l'ouest côté Suriname que pour le coup à l'est côté Brésil, parce que Brésil là je peux vous dire que c'est non seulement violent, mais vous avez vraiment donc une résistance très forte au contrôle, donc ils ont pas forcément peur de vous quand vous arrivez, mais en tout cas dans les deux cas oui, donc la présence elle est importante, c'est pour ça qu'on l'a renforcée d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on l'a fait évoluer aussi, c'est-à-dire que on est sur des réponses à la fois plus rapides. Donc on joue aussi beaucoup plus sur la complémentarité entre les moyens aériens et les moyens maritimes, la complémentarité aussi entre les différentes administrations maritimes. Donc on est sur des réponses beaucoup plus adaptées aujourd'hui à une réalité qu'on identifie et qui évolue en permanence, parce que il y a une chose qui est vraie pour la pêche illicite comme pour tous les trafics. Et je sais qu'en Guyane, il y en a un certain nombre, c'est que les trafiquants s'adaptent à votre réponse. Donc il faut être hyper vigilant, hyper réactif, il faut toujours être aux aguets. Et dernière chose, donc un des enjeux du déplacement de cette semaine, puisque j'avais emmené avec moi la directrice de l'Agence européenne de contrôle des pêches, c'était de faire venir aussi demain les moyens de la Commission européenne. Parce que la Commission européenne, à travers son agence, a des moyens de contrôle qui aujourd'hui ne viennent pas en Guyane. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est que demain, l'Europe puisse aussi être présente dans notre opération de contrôle des eaux guyanaises et du coup dans notre capacité à affirmer notre souveraineté. Ça paraît comment dire, le rôle de la Commission européenne. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler sur le sujet de la pêche illégale, la sanction des États voisins qui soutiennent la pêche illicite, donc avec le soutien de la Commission.
Qu'est-ce qu'on peut attendre et dans quel délai? L'an dernier, je le rappelle, hein, le Conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques avait recommandé à la Commission européenne et aux États membres de renforcer les sanctions pour celles et ceux qui pêchent, mais aussi qui achètent le poisson. Alors ça, c'est un des enjeux, pour le coup, on est sur un autre volet qui est la coopération internationale dont je parlais. Et c'est une des raisons aussi de ma visite et de la rencontre avec le Suriname. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur cette ligne de crête que je décrivais, c'est-à-dire qu'on essaye de développer une coopération opérationnelle avec ces États, mais lorsqu'ils ne coopèrent pas suffisamment ou lorsqu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans ensuite le suivi de leur propre filière et les actions de répression, on doit pouvoir les sanctionner et les sanctionner là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et ce qu'on a demandé à la Commission européenne et ce qu'elle nous a accordé il y a maintenant quelques mois, c'est d'engager des sanctions commerciales contre le Suriname et aussi contre le Brésil dans un deuxième temps, mais pour l'instant elle a commencé par le Suriname. Et donc elle a envoyé un courrier, une notification officielle sur lequel désormais le Suriname doit se positionner. On en parlait hier avec l'ambassadeur de France au Suriname. Donc le Suriname, les autorités surinamaises, donc on peut apprécier la démarche, mais ça c'est leur problème. Et dans cette démarche de sanctions commerciales, ce qui est important, c'est que alors vous avez une procédure qu'on appelle carton jaune et carton rouge. Oui. Donc ça commence par un carton jaune et ensuite on va vers un carton rouge. Et lorsque vous allez vers le carton rouge, et il y a un certain nombre d'États, dont notamment Trinidad et Tobago, donc, qui ont été sanctionnés par la Commission récemment. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus accès au marché européen. Et là, c'est un levier extrêmement puissant, puisque ce sont donc toutes les possibilités d'exporter non seulement vers la Guyane, mais aussi vers la France, mais surtout sur tout le reste du marché européen, qui seront interdites au Suriname. Et ça, je peux vous dire que là, économiquement, ça peut faire très mal, et c'est pour ça qu'on veut absolument aller jusqu'au bout. C'est pour ça aussi qu'on a insisté, et je serai d'ailleurs, pour tout vous dire, à Bruxelles avec mes équipes lundi pour en parler auprès de la Commission européenne. On va aller jusqu'au bout de façon donc à obtenir cette sanction et à faire comprendre au Suriname que si en tout cas il n'adopte pas une démarche différente, nous on prendra toutes les démarches nécessaires pour les sanctionner et les sanctionner avec des effets pour le coup très concrets d'un point de vue économique. Il y a vraiment eu un changement, vous trouvez, de la part de l'Europe là depuis ces dernières années sur cette question-là? Je pense, et ce qui est important, c'est au fond de leur faire découvrir ce qu'est la réalité d'un territoire comme la Guyane. Je pense que quand vous êtes à Bruxelles, et c'est pour des raisons au fond tout à fait compréhensibles, vous n'avez pas forcément en tête la réalité des Outre-mer, et des Outre-mer français plus particulièrement, parce que les Outre-mer espagnols ou portugais sont des Outre-mer quand même très européen. Oui. Et la Guyane, c'est un autre monde, c'est une autre terre avec d'autres enjeux. Et c'est important justement de les faire venir. C'était aussi un des objectifs cette semaine pour leur faire comprendre donc, que les réponses ne peuvent pas être les mêmes que celles qu'on adopte dans les eaux européennes. Bon, on me parle souvent des contrôles parfois un peu difficiles dans les eaux méditerranéennes. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous faites ici, avec ce que l'on fait ici. C'est comment dire cet éloignement qui fait qu'on assiste à ce genre de bégaiement, on va dire, de l'action publique de manière générale. Je pense notamment au renouvellement de la flotte. Ça fait 2 ans qu'on en parle. L'Europe, il y a 2 ans, avait autorisé justement le débloquement de ces fonds pour qu'on puisse avoir des bateaux renouvelés en Guyane. J'aimerais que vous puissiez finalement nous faire comprendre le processus, la lenteur du processus finalement qui fait que nous de l'extérieur on a parfois du mal un peu à comprendre, à nous dire la France est un État puissant et pourtant elle est en retard et elle est inefficace sur le sujet de la pêche illégale. Et je ne dis pas les moyens ne sont pas mis et les marins en mer ne travaillent pas. Vous avez bien compris que c'est sur la pertinence finalement. Sur le Alors il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que et ça c'est pas vrai pour les autres politiques. La pêche est une compétence exclusive de l'Union européenne. La Guyane est un territoire de l'Union européenne, donc la pêche n'est pas une compétence nationale, c'est une compétence européenne. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle nous tous les mois nous sommes à Bruxelles pour négocier donc l'ensemble à la fois des quotas de pêche, les fameux quotas, mais également l'ensemble des dispositions réglementaires ou autres donc, qui sont liées à la pêche. Donc oui, il y a une forme de lenteur parce que vous avez un process qui nécessairement, c'est comme dans un État fédéral, même si nous ne sommes pas un État fédéral, mais en tout cas donc on est un peu dans quelque chose de similaire. Donc vous avez donc un accord qui est nécessaire au niveau de l'ensemble des États. Il y a aujourd'hui 27 États membres en Europe et donc c'est pas tout à fait donc, le même pas de temps que si vous êtes donc, au plus près du terrain ou si vous êtes à Paris ou si vous êtes sur des enjeux bilatéraux. Donc ça prend un peu plus de temps. Par contre, et ça il faut le voir aussi, vous avez des moyens financiers et vous avez aussi une capacité d'action qui est sans commune mesure. Interdire, je le répète, l'accès à l'ensemble du marché européen à un pays,
c'est une sanction donc que ni la Guyane ni la France toute seule ne pourraient mettre en place. Donc oui, il y a des inconvénients. Parce que c'est une compétence qui est réglée à Bruxelles, mais il y a aussi des avantages, c'est que derrière, donc il y a quand même, une fois qu'elle est lancée, une puissance d'action qui est sans commune mesure. Et pourtant, et je vous lance sur cette lenteur, Éric Banel, parce que les pêcheurs ici nous disent l'urgence c'était il y a 2 ans. Il y a évidemment la question de la situation économique des pêcheurs guyanais, il y a aussi celle des ressources halieutiques qui sont en train, nous dit-on, de baisser. Beaucoup de pêcheurs nous disent voilà, ça y est, il y a moins de poissons qu'avant, car nous avons été pillés maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors, vous savez, on me dit toujours, alors c'est pas propre à ici d'ailleurs, donc il aurait fallu agir il y a 5 ans, il aurait fallu agir il y a 10 ans, il aurait fallu agir il y a 2 ans. Moi, ce que je veux faire, c'est agir maintenant. Je ne veux pas être dans le passé. Des historiens ou des gens dont il y a très bien feront l'analyse rétrospective de ce qui a été fait, donc le cas échéant à des erreurs qui ont été commises ou des choix qui ont été pertinents. Moi, ce que je veux regarder, c'est maintenant et demain. Et ce que je regarde donc aujourd'hui, c'est un paysage qui bouge énormément. C'est des acteurs professionnels qui se structurent et qui ont envie d'avancer avec nous. C'est une collectivité qui s'engage aussi à nos côtés. Je trouve que, et d'ailleurs le président de la collectivité l'a dit aussi mardi, je trouve qu'il y a vraiment une belle dynamique d'ensemble et une coopération remarquable de l'ensemble des acteurs guyanais aujourd'hui. Et peut-être que c'était ça qu'on attendait aussi, c'est-à-dire que certes il y a l'État, mais il y a aussi donc l'ensemble des acteurs professionnels, il y a l'ensemble de la filière, et que là actuellement il y a un moment d'opportunité où tout le monde est aligné. Profitons-en. Dernière question, Éric Banel, je le disais tout à l'heure, hein, les données de ce rapport ne sont que des estimations. Il y a plusieurs recommandations qui sont faites pour qu'on puisse avoir des chiffres un petit peu plus précis à l'avenir. Il y en a beaucoup, hein, j'ai pas tout listé, mais des survols en mangrove, des survols de week-end, l'utilisation d'un drone, plus de contrôle maritime en haute mer. Et qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, Éric Banel, pour améliorer finalement la connaissance qu'on a du problème au large de la Guyane? D'abord, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un suivi avec l'ensemble des acteurs, avec le comité régional des pêches, avec WWF, avec l'Ifremer évidemment, notre expert scientifique. Et ce suivi, il va être à la fois financé, il va être surtout l'objet de réunions régulières des acteurs pour justement identifier les besoins éventuels, les procédures pour mieux peut-être synthétiser ou consolider les données, parce qu'on a plein de données mais elles ne sont pas toujours mises ensemble. Et puis surtout pour actualiser avec des données supplémentaires si nécessaire, et ça donc elles seront financées donc dans les prochaines années pour avoir cette trajectoire, parce qu'au fond ce qui va nous intéresser dans le cadre de la politique qu'on met en place, c'est de voir si cette politique a des effets là alors pas l'an prochain parce que ce sera pas sur 1 an, mais sur 2 ans ou 3 ans, si on peut mesurer concrètement avec les données que l'on collectera les effets de la politique qu'on lance. Et donc il y aura un suivi, il y aura des moyens déployés, il y aura une actualisation de l'étude et il y aura surtout une capacité à réagir soit dans un sens soit dans un autre s'il y a besoin d'adapter ou d'infléchir cette politique dans un sens particulier. Éric Banel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directeur des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.